Public Sénat, en partenariat avec l'AFP, Les Échos, Radio Classique, présente... Éric Woerth, secrétaire général des Républicains, est l'invité de l'épreuve de vérité. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de Public Sénat avec l'AFP, Les Échos et Radio Classique. 3 grandes questions comme chaque semaine. D'abord, est-ce que tout est acheté vraiment dans le bilan de François Hollande qui va jusqu'à affirmer qu'il a redressé la France? Vous répondrez dans un instant à Jean-Francis Pécresse. Deuxième question, pourquoi le programme de Nicolas Sarkozy que vous soutenez est-il le meilleur? Vous le direz et vous répondrez à Guillaume Dodin. Enfin, troisième question, est-ce que la primaire n'est pas déjà pliée? Est-ce que la prière n'est pas déjà dite? Alain Juppé continue de marquer des points dans les tout derniers sondages. Et là, vous répondrez à Michael Zamès. Mais d'abord, Éric Woerth, une question d'actualité. Les policiers se disent à bout. Ils ont manifesté la nuit dernière. Les images sont spectaculaires sur les Champs-Élysées pour exprimer leur ras-le-bol. Est-ce que vous les soutenez? Oui, je les comprends. Il y a beaucoup d'exaspération, beaucoup de colère. Il faut voir qu'il y a 30% de plus en un an de violences commises envers les policiers. C'est évidemment assez insupportable. Je pense qu'ils n'ont pas totalement les moyens de travailler, qu'ils sont épuisés, comme les gendarmes d'ailleurs. Il n'y a pas que les policiers, les gendarmes aussi. Alors tout le monde soutient les policiers, j'ai envie de dire quand même, bien sûr, dans le personnel politique, mais ma question concernait la manifestation en elle-même, puisque la hiérarchie policière, et tout à l'heure Bernard Cazeneuve au Sénat a dénoncé un manquement à la déontologie. Oui, enfin la CGT peut faire n'importe quoi dans des manifestations dans la loi El Khomri, cacher, et finalement ils peuvent réitérer les choses. Donc moi je pense que dans l'état de fatigue et d'exaspération de la société française, si j'étais le ministre, je ferais attention à cela. Le problème, c'est pas la manifestation. C'est pas la manifestation. Enfin, il faut quand même que nos auditeurs sachent que les policiers, ils ont le droit de manifester. Alors, certes, peut-être faut-il que ce soit autorisé, qu'il y a des conditions. Enfin, ils ont le droit de manifester. Mais pas dans ce cadre-là. Ils n'ont pas le droit de faire grève, ils n'ont pas le droit d'un certain nombre de choses. Ils ont le droit, évidemment, de manifester. On voit bien que c'est un mouvement. Moi, je crois que cette exaspération, cette montée de la violence envers les policiers, cette perte d'autorité de l'État, c'est l'expression de cela. Et derrière cela, pourquoi? Parce que souvent la justice ne suit pas. Vous l'imputez à qui, cette baisse d'autorité? Au gouvernement. À l'État, au gouvernement, à ceux qui nous gouvernent. L'autorité, elle se symbolise. Quand la loi Taubira a fait comprendre finalement aux gens que les délinquants étaient presque la priorité du gouvernement, puisqu'il suffisait d'être condamné à 5 ans de prison et de ne pas les faire avec des peines de substitution dans tous les sens, c'était un signal extrêmement fort vis-à-vis de la délinquance et pas vis-à-vis des victimes. Et les policiers qui passent leur temps à tenter d'essayer d'arrêter des gens, ils se retrouvent avec une chaîne pénale qui s'occupe de choses inintéressantes ou qui au contraire ne vont pas jusqu'au bout des choses. Alors le gouvernement répond déjà sur le plan des effectifs policiers qu'ils ont rétabli, eux, des policiers un peu partout, contrairement à la droite qui avait sabré dans les effectifs. Oui, c'est ce qui répète en boucle. La vérité n'est pas tout à fait celle-là. Par exemple, les gardes statiques. Il y avait beaucoup de gardes statiques. On avait supprimé ces gardes statiques. La question, ce n'est pas uniquement les questions d'effectifs. Il y a beaucoup de policiers en France par rapport à d'autres pays. Donc la question est l'emploi. C'est les missions, c'est l'emploi de la force. Qu'est-ce qu'on leur fait faire? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gardes statiques qui ont été rétablis. Et ces gardes statiques, elles épuisent, elles fatiguent, que ce soit les CRS, que ce soit les policiers qui les mènent, dont ce n'est pas complètement le métier. Il faut faire de la garde mobile, de la garde dynamique, et pas le contraire. On voit bien qu'il y a un problème de chaîne entre police, justice, et que cette chaîne, elle a été abîmée par la garde des Sceaux précédente, et donc par le gouvernement. Et donc par le gouvernement. En paye les frais aujourd'hui pour vous? Oui, elle en paye les frais. Oui, elle paye les frais. Dans un moment où il fallait resserrer l'autorité, on a détendu l'autorité. Les policiers ne sont pas les seuls à être à bout ou à cran avec les agressions violentes qui se multiplient, notamment contre des enseignants. Ces dernières heures, dans le Val d'Oise, en Seine-Saint-Denis, des profs ont été sauvagement agressés. Est-ce que la situation est en train de déraper? Oui, visiblement, elle dérape, mais M. Hollande récolte ce qu'il a semé, c'est-à-dire du laxisme et de l'inconséquence et de l'incohérence. À force de considérer que l'autorité doit être systématique,
systématiquement du côté des plus faibles, et on qualifie parfois de plus faibles tout simplement des délinquants, ça ne passe pas. C'est à l'État de s'assurer. On voit bien que la campagne présidentielle, elle va porter beaucoup là-dessus. C'est qu'on est à la croisée des chemins. Soit on lâche les choses, et à ce moment-là, on aura du mal à le rattraper, et en tout cas, on sait où ça se terminera, c'est-à-dire à l'extrême droite, ou alors on reprend partout, dans l'école, ce qui s'est passé pour cette proviseure, pour ce professeur et pour bien d'autres, est tout à fait insupportable. On ne peut pas laisser 100 000 personnes sortir en décrochant. Il faut bien réagir à tout cela. Il faut des politiques en face. On en propose. Les Républicains, Nicolas Sarkozy, ses concurrents, proposent un certain nombre de politiques, plus ou moins fortes. En tout cas, il n'y a pas de fatalité à laisser la France partir dans une vision laxiste des choses. Vous répondez donc autorité, sécurité. Ce sera l'objet de la deuxième partie de l'émission tout à l'heure sur le programme donc, du candidat que vous défendez pour la primaire, Nicolas Sarkozy. Mais tout de suite, c'est Jean-Francis Pécresse, le directeur de la rédaction de Radio Classique, que nous accueillons. L'épreuve de vérité avec Radio Classique et les Échos. Bonsoir Jean-Francis. Bonsoir Michel, bonsoir Éric. Bonsoir. Alors François Hollande, comme on l'a vu hier sur le site de Florange, appelle les siens à être fiers du bilan de ce quinquennat. Est-ce que, dans une certaine mesure, il n'a pas raison tout de même? Est-ce que tout est à jeter dans le bilan de François Hollande? Mais sûrement qu'en 5 ans, tout n'est pas à jeter. On doit pouvoir faire un bilan et puis regarder. Il y a sûrement eu des éléments positifs. On ne peut pas être dans la caricature tout le temps. Enfin, quand on regarde quand même l'ensemble du bilan, c'est ça qui compte. Oui. Mais quand on regarde l'ensemble du bilan, c'est au fond, est-ce que la France, elle a progressé ou pas? Est-ce qu'on est encore plus heureux de vivre en France 5 ans après? Est-ce qu'on est fier de vivre dans notre pays? Est-ce qu'on a donné une vision et un peu de perspective à notre pays? À ces questions, la réponse est non. Non. On est moins heureux qu'il y a 5 ans. On a bien du mal à rattraper l'après-crise en termes de pouvoir d'achat. Les déficits publics s'améliorent à la vitesse de la tortue. Les fonctionnaires et le secteur privé sont toujours en lutte les uns contre les autres parce qu'il y a 2 poids, 2 mesures. Le système social n'est pas équilibré. Bref, on a perdu sur beaucoup de tableaux. L'inflation ne repart pas. Et le chômage, il est totalement... il y a une sorte de fatalité au chômage de masse qui aujourd'hui ne trouve pas de solution. Il y a des points positifs quand même. L'investissement repart, le taux de marge des entreprises est en train de s'améliorer. Est-ce qu'il n'y a pas un certain nombre de choses aussi que vous auriez aimé faire et qui ont été faites sous ce quinquennat? Je pense au prélèvement à la source des impôts, par exemple. Non, ça ne marche pas comme ça. L'investissement va mieux, c'est vrai, depuis l'année dernière. Il a été très mal pendant 3 à 4 ans. C'est un quinquennat dans son ensemble. Ce n'est pas parce que tout d'un coup ça va un peu mieux à un moment donné. Quand ça a été vraiment très très mal avant, la vérité c'est qu'on a reculé. C'est vrai dans le domaine des impôts, la surtaxation partout, le matraquage fiscal, il est passé au fond des entreprises vers les ménages. Et tous les ménages le savent très bien. Il n'y a pas de cohérence. Une politique de réforme, c'est d'abord de la cohérence sur tous les sujets. On met en phase les outils de qualification, les outils de production, la compétitivité du pays, le contrat de travail. Rien de tout cela n'a existé. On a changé sans arrêt de politique. Voilà, ça ne peut pas fonctionner. Vous aviez changé la TVA sociale. À la fin du quinquennat, c'était un changement de politique assez radical. C'était une baisse de charges. Nicolas Sarkozy a commencé par baisser les impôts. La crise est arrivée très puissante, très puissante. Ce n'était pas une petite crise comme ça. Une des plus grandes crises qu'ait connue le monde économique depuis 100 ans. On a lutté contre la crise. Et quand la lutte contre la crise, sur laquelle il a été, franchement, je pense, un très bon président de la République, la lutte contre la crise a donné ses fruits. L'économie internationale a commencé à repartir. La France a retrouvé 2% de croissance et on a réentamé un processus de réforme et donc avec la volonté de transférer des charges sociales vers la TVA. Aujourd'hui, c'est un système, à mon avis, qui ne peut plus aussi bien fonctionner parce que ça ne peut pas fonctionner quand on a remis 40 milliards ou 45 milliards d'euros de fiscalité de plus par rapport au moment où Nicolas Sarkozy avait pris cette décision. Vous nous dites que François Hollande a changé de politique sur le tard, donc il était de retour à Florange hier, comme le rappelait Jean-Francis. Il a affirmé que notre regard devait aussi changer sur nous-mêmes. On l'écoute. Florange, c'est le symbole d'un renouveau. Il faut que les Français regardent Florange avec ce regard-là, avec cette fierté-là. Parce que ce qui est en cause, c'est le dénigrement rituel, c'est le fatalisme, c'est l'abandon, c'est la résignation. C'est l'idée qu'on ne peut pas empêcher le cours de la mondialisation de se faire sans que l'on puisse, nous, la France, prendre notre place. Eh bien non.
Est-ce que sur Florange, je vais être l'avocat du diable un peu, mais ce qu'il avait promis en 2012 a été au fond tenu, puisque les 629 emplois, les 629 salariés de Florange ont tous été manifestement reclassés ou sont partis à la retraite et la filière froide fonctionne encore aujourd'hui. Il avait parlé de politique industrielle, les salariés n'avaient pas compris tout à fait ça, enfin, interrogez-les, donc ils n'avaient pas compris tout à fait cela. Donc moi je suis un peu étonné de considérer que Florange est un succès, je ne sais pas si c'est un échec, mais enfin, le moins qu'on puisse dire, c'est pas un succès. Demandez à la députée d'ailleurs de la circonscription, elle vous le dira, elle est même sortie du gouvernement en partie pour cela. Moi je pense que la vérité c'est que François Hollande n'est plus audible. Quel que soit ce qu'ils disent aujourd'hui, il est tombé si bas qu'il n'est plus audible. Pour un président de la République, c'est quand même un problème. C'est quand même un tout petit problème. Pour quelqu'un qui n'est pas président, on peut gérer ça. Pour un président de la République, c'est compliqué, il n'est pas audible internationalement. Mais certains de ses amis lui demandent de prendre la parole, justement. Vous pensez que c'est inutile alors il a beaucoup prise. Il l'a prise, il s'est exprimé dans un livre étrange et curieux. Il a revu beaucoup de vos collègues pendant des dizaines et des dizaines de fois. Et il dit des trucs qui ne sont absolument pas compatibles avec ce qu'il dit entre le privé et le public. On voit bien que tout ça est... Il peut se représenter ? J'en sais rien, c'est à la gauche de le dire. En tout cas, il ne donne pas envie. Vous avez un avis ? Oui, mon avis, que c'est un échec. Une envie, peut-être. C'est un échec total. Non, j'en sais rien. Je ne sais pas quel est notre intérêt. Vous avez un avis, alors lequel ? Oui, je pense qu'il ne coche aucune case pour être candidat à la présidence de la République. C'est un échec total. Aujourd'hui, les Français doutent de sa compétence à être président de la République. C'est quand même un doute assez profond. Il n'a pas respecté sa parole. Il a eu un comportement, le moins qu'on puisse dire, absolument étonnant. Donc je crois qu'il faut tourner la page. Budget 2017, il est examiné à partir d'aujourd'hui à l'Assemblée. En ce moment. Est-ce que ce budget 2017, c'est un boulet pour la prochaine majorité que vous souhaitez être ? Oui, parce que il y a d'abord ce boulet, ce budget, pardon, il est assez factice, et ça ne veut pas dire grand-chose d'examiner un budget comme ça, parce que c'est un budget électoral, totalement électoraliste, construit autour de l'élection présidentielle. Il y a plein de cadeaux. Ce budget, il crée des charges supplémentaires pour l'année 2018. Vous les avez estimées à combien ? C'est difficile à dire, mais c'est au moins une dizaine de milliards d'euros. Donc ces charges, elles sont repoussées, un peu comme de la poussière sous le tapis, et elles viendront obérer le travail de la future majorité. Donc le vrai budget, c'est juillet. Le vrai budget, c'est juillet 2017. Étonnamment, on a déplacé l'exercice budgétaire du mois d'octobre ou de novembre au mois de juillet. C'est soit nous sommes au pouvoir et nous retravaillons ce budget en fonction des propositions du candidat qui sera élu, soit nous ne sommes pas au pouvoir. Et donc, si c'est les socialistes, ils remettent d'équerre ce budget qui est dans des hypothèses macroéconomiques assez surréalistes, et c'est pas moi qui le dis, c'est le Haut Comité aux finances publiques. Et deuxième point, pousse loin un certain nombre de dépenses qui concernent pourtant l'exercice à venir et anticipe sur des recettes à venir. Donc on aura moins de recettes en 2018 qu'on devrait en avoir, on aura plus de dépenses qu'on devrait en avoir. L'État reste lui-même d'ailleurs dans un déficit important et la dette continue à progresser. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même pas très excitant. Dans ce projet de budget, il y a deux choses en particulier. Il y a le prélèvement à la source de l'impôt sur le revenu et puis la baisse de l'impôt sur les sociétés à 28% pour les PME. Est-ce que ce sont deux choses que vous maintiendrez ou que vous réformerez ? Sur le prélèvement à la source, moi j'ai un écart par rapport à ma famille politique. Moi je considère que c'est bien, non pas de prélever à la source, mais ce qui est bien, c'est l'objectif, qui est de dire il faut qu'on paye l'impôt l'année de son revenu. Voilà, que ce soit alors la vous même êtes aussi année. en décalage avec Nicolas Sarkozy, hein ? De temps en temps, on peut être en décalage. Non, mais là, je le souligne. Là, il dit que c'est un flicage des contribuables, notamment. Non, mais attendez. Il le dit aussi. Deux choses. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne ce que je dis. Je dis que le prélèvement à la source, c'est le truc qui va s'imputer sur votre feuille de paye. Et tout d'un coup, vous allez avoir une feuille de paye inférieure. Et par rapport à celui qui ne paye pas d'impôt, tout d'un coup, la valeur de votre travail sera réduite. Donc, le prélèvement à la source, c'est aussi un travail supplémentaire pour les entreprises. C'est un drôle d'idée au moment où on va demander plus de compétitivité aux entreprises. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas faire de prélèvement à la source. Mais l'administration
l'administration fiscale peut parfaitement bien vous mensualiser sur vos revenus de l'année et pas sur les revenus de l'année d'avant. À ce moment-là, vous restez bien un interlocuteur de l'administration fiscale. Vous n'avez plus une dette fiscale quand vous commencez l'année et les choses peuvent s'adapter comme cela beaucoup mieux. C'est évidemment possible sur le plan technique. Ça n'a pas été choisi pour le gouvernement. J'ai réinterrogé d'ailleurs les ministres et l'administration fiscale sur le sujet. Je ne comprends pas pourquoi. Et sur l'impôt sur les sociétés? Donc on supprimera le prélèvement à la source. D'accord. Le prélèvement à la source. Oui. D'accord. Et sur le taux d'impôt sur les sociétés? Il faut baisser l'impôt sur les sociétés au fur et à mesure, mais je pense que ce n'est pas la priorité, pour tout vous dire. Je pense que la priorité, c'est d'abord de baisser puissamment les charges sur les entreprises, transformer le CICE, continuer à baisser les charges sur les bas salaires, c'est un débat qu'on peut avoir, mais sur les bas salaires, parce que le chômage est aujourd'hui est un chômage de non qualifiés, donc sur des bas salaires. Il faut, vous voyez, on peut pas faire tout. Et monsieur Hollande... Les bas salaires uniquement, hein, vous voulez pas... Oui, non, c'est un débat avec les entreprises. Moi, je pense qu'il faut baisser les charges sur les bas salaires, parce que les 5 à 6 millions de chômeurs de notre pays, ils sont essentiellement des personnes qui ne sont pas qualifiées, qui sont donc dans la zone de bas salaire, autour du SMIC, et on voit bien que leur travail, malheureusement, leur productivité, elle est inférieure au coût de leur travail, donc ils ne sont pas embauchés. La 4e caissière qu'on voudrait bien embaucher dans votre supermarché pour vous éviter de faire la queue, on ne l'embauche pas, parce que le coût de son travail est aujourd'hui supérieur à sa productivité. Donc il faut baisser les charges. Ça ne veut pas dire que dans un deuxième temps, ça ne veut pas dire qu'à un autre moment, il ne faut pas continuer à baisser les charges sur l'ensemble des salaires. Mais essayons de prioriser. En France, on ne priorise jamais rien. Donc essayons de prioriser pour essayer de faire en sorte que ce soit utile et efficace. Et là, le gouvernement, dans son budget, il saupoudre un peu partout, il met un peu d'argent sur l'impôt sur le revenu, il baisse une partie de l'impôt sur les sociétés sur certaines PME et pas sur toutes. Et il dit ce sera 28% d'IS en 2020. En 2020, il sera déjà parti depuis 3 ans. Petite question, réponse rapide sur la baisse de la CSG pour les retraités modestes. C'est une proposition que les députés PS font pour ce budget 2017. Vous êtes pour ou contre? C'est déjà le cas. Les retraités ont déjà une... Remonter les seuils. Oui, mais là, ils veulent remonter les seuils pour en englober plus. Voilà. Oui, enfin, moi, je sais qu'il y a beaucoup de modestes dans le domaine des retraites. Je suis bien placé pour le savoir. Non, moi, je crois qu'il faut concentrer les choses sur la reprise de l'activité économique. Et c'est parce qu'il y aura une reprise de l'activité économique que tout le monde en profitera et les retraités aussi. Et je vois quand même que le revenu des actifs aujourd'hui est inférieur au revenu des retraités et que c'est un vrai problème dans un pays qui a besoin de durer. C'est-à-dire que les actifs, ils doivent évidemment en activité générer des revenus supérieurs qui permettent d'exercer après ce système de solidarité dont nous avons. 2 dernières minutes pour vous, Jean-Francis. Question sur Notre-Dame-des-Landes. Le Premier ministre Manuel Valls a réaffirmé sa volonté de l'évacuer par la force, il le faut. Est-ce que ça vous rassure? Est-ce que vous êtes très favorable à ce que ce soit fait dans les jours à venir? Il a raison, demain s'il veut, il a raison. Il faut aller au bout des voies de droit. Déjà, ça prend beaucoup de temps. Il est inacceptable qu'il y ait des gens venus de tous les pays, d'ailleurs, ces gens qui n'ont rien à faire à cet endroit-là et qui ne sont juste des activistes politiques qui prônent la violence. Il faut qu'ils dégagent du terrain. Cet équipement a été considéré comme utile. Il faut le faire puisqu'il était considéré comme utile. Il y a eu des années et des années d'études. Donc il faut le faire. Et l'État doit avoir le... Oui, mais Ségolène Royal, elle enfourche tous les sujets les plus démagogiques. Elle est ministre des Transports. Elle ne fait rien dans ce domaine-là. On se demande... j'ai jamais vu un ministre ne pas occuper ses fonctions. Elle est ministre des Transports, on ne l'a jamais vue parce que c'est un sujet trop difficile pour elle. Et puis elle essaye d'aller briller sur des plateaux pour essayer de signer la COP21 dont elle n'est absolument pas responsable. Donc il y a un moment donné, moi je ne comprends pas qu'elle soit au gouvernement. Monsieur Hollande, il devrait se séparer d'un ministre qui dit le contraire, d'un autre ministre qui va dans le sens contraire de l'action du gouvernement. On la présente comme la vice-présidente, paraît-il, dans certains cercles de pouvoir. Si la vice-présidente sait dire le contraire du président, très bien. Mais si le président dit à des journalistes que ça n'ira pas jusqu'au bout, si j'ai bien compris dans le courrier... En tout cas, non, démissionner, je ne suis pas quelqu'un qui doit démissionner. Le chef du gouvernement, il doit mettre de la cohérence dans son gouvernement. Il doit lui dire, t'es pas d'accord, tu t'en vas. Mais comme le chef de l'État lui-même a mis en cause, dans son bouquin de vos 2 confrères, il a mis en cause, semble-t-il, cet équipement, on se demande ce que pense le gouvernement. Mais ce n'est pas le seul sujet, Notre-Dame-des-Landes. C'est vrai sur tous les sujets. On ne peut pas gouverner la France comme ça. Dernière question. Vous êtes également maire de Chantilly. Est-ce que, comme maire, vous êtes prêt à accueillir des réfugiés dans votre commune qui viennent de la jungle de Calais?
Écoutez, moi, je reçois déjà des réfugiés en provenance de Syrie. On vient de recevoir quelques couples qu'on va loger. Chacun doit faire un maximum dans ce domaine-là. Moi, je pense que sur les réfugiés, non, enfin, il faut... non. Enfin, je pense que dans ce domaine-là, il faut beaucoup reconduire à la frontière. Enfin, à la frontière et chez eux. La plupart des personnes qui sont là sont des personnes qui ont été déboutées. Mais qui viennent aussi de pays en guerre. Qui ont été déboutées. Moi, je reçois des Syriens. Tout le monde n'en reçoit pas, donc je reçois des familles syriennes. Il y a le nombre de personnes qui sont reconduites a chuté cette année par rapport aux années précédentes. Donc c'est non. C'est pas normal. Voilà. Vous n'en voulez pas. Mais moi, je veux bien accueillir, je ne ferme pas la porte à accueillir des personnes qui souffrent sur le plan droit d'asile. humain. Et d'ailleurs, je l'ai fait sans qu'on me l'a demandé. Je veux juste que les choses soient claires. Et aujourd'hui, en ce qui concerne cette jungle de Calais, c'est pas clair. On ne sait pas d'où viennent ces gens. La plupart ne sont pas des réfugiés de guerre. C'est faux. C'est des gens qui viennent de Somalie, d'Érythrée, d'endroits. C'est terrible. Enfin, c'est pas. En tout cas, c'est pas le conflit. De toute façon, tous ces pays sont très, très violents et il y a des conflits un peu partout. Mais c'est pas le conflit syraco-irakien. C'est un peu le devoir. D'accord. Oui, mais ce devoir, je suis prêt, et la population française, elle est prête à le remplir. Je pense qu'il y a suffisamment de solidarité et d'envie de ne pas laisser. J'ai pas dit ça. Je vous ai dit qu'on en accueille déjà. Je dis simplement que le gouvernement, il devrait un peu mettre tout le monde autour de la table et peut-être essayer de demander aux élus locaux un certain nombre de propositions plutôt que d'imposer. Merci beaucoup Jean-Francis. Et maintenant c'est Guillaume Daudin, notre confrère de l'agence France-Presse, qui arrive pour la deuxième partie de l'épreuve de vérité. L'épreuve de vérité avec l'AFP. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Michel, bonsoir Monsieur Weber. Bonsoir. Vous avez choisi Nicolas Sarkozy dans la primaire. Vous allez nous dire peut-être pourquoi, tout simplement, son programme est le meilleur pour vous. Qu'est-ce qui est peut-être l'élément clé qui vous fait dire que... D'abord, c'est aussi une question de tempérament. Je crois que Nicolas Sarkozy, il a été président de la République et que c'est pas si mal de pouvoir bénéficier de l'expérience d'un président de la République. Certains disent « Ah ben non, c'est pas bien, il faut pas revoir les gens, qu'est-ce que c'est que ça, on n'a pas envie de refaire le casting ». Ok, mais enfin, je pense qu'au contraire, c'est une chance d'avoir quelqu'un qui refait un parcours, qui, mon Dieu, se prend un nombre de coups considérables que ne se prennent pas les autres. Il y a une campagne très tranquille pour ses compétiteurs. Il en donne aussi, lui. Oui, enfin, la campagne des compétiteurs de Nicolas Sarkozy, elle est super tranquille. Donc la campagne de Sarkozy, par contre, c'est autre chose. On lui fait passer un certain nombre d'épreuves, et finalement, pourquoi pas? Mais un certain nombre d'épreuves extrêmement difficiles. Donc il a le talent pour ça, il a l'énergie pour ça, il a l'expérience pour ça. Par ailleurs, il a un projet qui est extrêmement cohérent et très complet aussi, à la fois sur le plan économique, en essayant d'équilibrer, parce que je pense qu'il faut mettre beaucoup sur la compétitivité des entreprises. Il le fait, 34 milliards d'euros, CICE compris, etc. Mais il le fait aussi sur l'impôt sur le revenu. C'est un sujet qu'on a discuté, évidemment, ensemble. Il estime, et je pense qu'il a raison, j'ai cette expérience aussi, c'est qu'il faut quand même, c'est très difficile de dire aux Français qui ont été quand même matraqués fiscalement, les ménages, qu'au fond on veut réduire les impôts, mais pas pour ceux qui ont vu leurs impôts augmenter. C'est assez compliqué à expliquer. Et il faut beaucoup de cohérence. Si c'est pas cohérent, si vous dites des trucs qui sont contradictoires, alors l'effort que vous demandez, eh bien, il n'est pas mené, ou en tout cas, il est si mal perçu qu'il y a des blocages. Je prends l'exemple de la TVA. Ça oppose Nicolas Sarkozy à ses compétiteurs. François Fillon, comme Alain Juppé, propose des augmentations de TVA. Ben, c'est assez compliqué de dire à nos concitoyens, on arrive, on veut baisser les impôts parce que les impôts ont été trop fortement augmentés, mais vous inquiétez pas, on augmente la TVA. C'est contradictoire. C'est des débats internes au sein de cette primaire, vu de l'extérieur, vu de la gauche, je vais même vous citer Alain Madelin, ancien ministre de l'économie de votre camp, très libéral. En juin, il disait au Point, le programme des candidats à la primaire, c'est une caricature du libéralisme qui apparaît comme une purge patronale. Vous pensez Je ne sais pas ce que ça veut dire, Alain Madelin. Il est d'abord pas qualifié pour ça. Il était ministre pendant 3 mois et il a totalement échoué. Donc là, c'est pas le sujet. Je pense que le sujet, c'est de savoir est-ce qu'il y a une cohérence. Oui, mais le débat, il était de bonne qualité. Est-ce qu'il y a une cohérence? Vous nous dites, est-ce qu'on est capable de proposer des trucs précis ou est-ce qu'on faut créer des plans sur la comète? On propose des choses précises. Chaque candidat dit des choses précises. Donc ces choses dans le domaine de l'économique, on a l'habitude de dire ouais, mais ils pensent tous la même chose. Pas tout à fait. Le programme de dépenses. Ça, on peut en parler. Mais il y a un certain nombre
d'observateurs, vos opposants aussi évidemment, qui trouvent que c'est un absolu remède de cheval pour l'économie française. Mais non, parce que si vous considérez que l'économie française, elle marche bien, faut me le dire. Et puis il faut surtout faire une dépêche tout de suite. Mais je pense que il y a non. peut-être plusieurs méthodes pour redresser. Non, je ne crois pas. Je crois pas. Je pense qu'il n'y a pas une multitude il faut faire ce qui a marché dans d'autres pays. On dit toujours les Allemands formidables. Les Anglais, à un moment donné, formidables. Regardez, ils ont aujourd'hui récupéré une économie plutôt en bonne santé. Bah oui, mais ils sont passés par des épreuves que nous sommes, au fond, exonérés, d'ailleurs, droite et gauche compris. Mais Nicolas Sarkozy propose, alors c'est vous le spécialiste à la fois des chiffres de Nicolas Sarkozy et l'ancien ministre du Budget, il propose 100 milliards d'euros d'économies sur les dépenses de l'État. Ouais. On est à combien actuellement en dépenses de l'État? On est dans le budget actuel, on est autour de 350, 360 milliards d'euros. Ouais. Un tiers de dépenses. C'est 100 milliards sur l'ensemble de la sphère publique. D'accord. Donc c'est pas 100 milliards sur l'État, c'est 100 milliards sur l'ensemble de la sphère publique. C'est-à-dire l'État, la sécurité sociale et les collectivités locales. C'est-à-dire sur une dépense qui est de l'ordre de 1250 milliards d'euros. D'accord. Donc c'est, on va dire, un 12e. À ce niveau-là, on n'est plus tellement déjà dans le rabotage. Ah non, c'est pas du rabot. Voilà. Ah non, mais on a toujours fait. Nous, on a fait. Nous, on n'a pas fait du rabot. Si c'est pas du rabot, c'est quoi alors? C'est des changements de politique, c'est des réformes structurelles. C'est des coupes franches. Vous savez, on disait structurelles. Je ne sais pas. Il faut baisser la dépense publique. C'est l'intérêt national. C'est l'intérêt du pays. Il faut baisser la dépense publique. Elle est aujourd'hui à 56 ou 57% de PIB, selon qu'on calcule avec les crédits d'impôt ou pas les crédits d'impôt. Mais c'est trop. Les pays de l'Union européenne et de la zone euro, ils tournent à moins de 50. Donc on voit bien qu'on ne peut pas avec un tel boulet. Alors ce boulet, ça devient une bouée de sauvetage quand il y a une grande crise. Ça a été le cas, on a plongé un peu moins, et puis on avait un bon président de la République. Quand on a un mauvais président de la République et plus de bouée de sauvetage et plus de crise, ça devient un handicap majeur. Ça vous entraîne vers le fond. Il y a moins de consommation et il y a moins d'investissement. Pour relancer l'investissement et la consommation, il faut prendre moins d'argent aux Français, aux entreprises françaises et aux ménages français. Et ça passe par une réduction de la dépense publique. Dans le déclaratif, on n'est pas dans le coup de rabot, mais alors du coup, pour réaliser ça, est-ce que, justement, faire des économies structurelles, est-ce qu'il n'y a pas un moment où vous seriez obligé de couper vraiment dans des actions de l'État, dans des missions de l'État pour pouvoir réaliser ces 100 milliards d'économies? Bien sûr. L'État, c'est quoi ces 100 milliards? C'est d'abord, c'est à peu près 50 milliards sur le budget social. Le budget social de la France, c'est 650 milliards d'euros. C'est des prestations sociales. Oui, on propose une allocation unique qui sera versée sous conditions, qui sera plafonnée en fonction du SMIC pour toujours donner intérêt à travailler, parce que il faut aider nos concitoyens qui ont des problèmes. Ça peut nous arriver à tous. Ce filet de sécurité, il est absolument indispensable. La protection sociale, la sécurité sociale ne sont pas discutables. Ce qui peut être discutable, c'est la manière dont c'est employé. C'est au fond aussi l'argent qui est consacré. Et on voit bien que les Français ne sont pas plus heureux pour autant. Alors l'hebdomadaire Le Point, c'est de travailler, c'est de vivre de son travail. Récemment, cité en exemple Margaret Thatcher en disant mais personne à droite n'ose s'en revendiquer. Vous, si. Mais on est dans les poncifs là. Moi, je ne sais pas si c'est Thatcher ou autre. Je dis simplement, par rapport au pays, il y a trop de dépenses sociales. Il faut réduire ces dépenses sociales qui resteront extrêmement importantes. Il faut revoir l'assurance maladie. On propose plein de choses. Il faut revoir la retraite. J'en ai suffisamment payé les conséquences. Donc il faut revoir la retraite pour faire quelque chose qui continue à être aussi sérieux que ce que nous avons fait. Et puis il faut revoir l'indemnisation du chômage. C'est difficile à expliquer, mais si la dégressivité de l'indemnisation du chômage alliée à des politiques de formation et alliée à une politique de croissance, c'est ce qu'ont fait beaucoup d'autres pays, on restera toujours plus généreux que d'autres. Et puis après, il y a ces 50 milliards sur le social, il y a une vingtaine de milliards sur la fonction publique d'État comme fonction publique territoriale. Je n'ai pas le temps de détailler. Et puis il y a la productivité de l'État. C'est la rupture promise en 2007 que vous n'avez pas faite. Oui, enfin en 2007, on a fait l'autonomie des universités, on a fait la réforme des retraites, on a combattu pendant 3 ans la crise que tout le monde a oublié, mais enfin sauf ceux qui en ont subi les conséquences. Vous savez que le PIB de la France, il commence à revenir à son PIB initial. Ce que propose Nicolas Sarkozy comme ses adversaires ou ses concurrents à la primaire de la droite, c'est des pelletés de fonctionnaires en moins. Nicolas Sarkozy, c'est 300 000. Je dirais pas des pelletés, parce que c'est pas sympa pour les fonctionnaires. On pense qu'il y a trop de fonctionnaires. Voilà. Il y a trop de fonctionnaires en France et pas assez bien payés. Donc on avait commencé à les réduire. On a fait 150 000 sur l'État. Les collectivités locales ont compensé la chose malheureusement. Mais on a fait 150 000. Ils ne sont pas dans un moment où il y a des craintes ou même la mondialisation fait des choses difficiles contre eux. Est-ce qu'ils ne sont pas dans une demande de plus de services publics? La réforme, c'est l'espoir.
Réformer, c'est l'espoir. Ne rien faire, c'est le chômage. Il faut redresser notre pays. Il faut aller au bout des réformes. Des réformes dans le cadre, des réformes dans le cadre de notre pacte social. Moi, je ne suis pas en train de dire qu'il faut briser, faire table rase. C'est ce que vous reproche François Hollande. Oui, et Manuel Valls, encore aujourd'hui, devant les parlementaires socialistes, Guillaume qui dit « Le programme commun de la droite va mettre à bas notre modèle social ». Oui, enfin bon, ça c'est des paroles politiques qui veulent rien dire. Mettre à bas le modèle social français, c'est 6 millions de chômeurs. Mettre à bas le modèle social français, c'est les petites retraites partout. Mettre à bas le modèle social français, c'est de faire que les jeunes, ils considèrent que l'avenir, il est en dehors de France. Et ça, c'est pas Nicolas Sarkozy, hein. Ça c'est François Hollande, Manuel Valls, Monsieur Hérault et plein d'autres. Donc il y a quand même des limites à l'hypocrisie. Il y a une hypocrisie socialiste aujourd'hui qui est totalement insupportable. Donc on doit revenir à quelque chose de sain, quelque chose de sérieux, faire en sorte que la France reste la France, qu'on soit toujours solidaires les uns des autres, mais dans des conditions de responsabilité. Je crois à la responsabilité collective, mais je crois surtout à la responsabilité individuelle. Et quand il y a trop de responsabilité collective, alors tout le monde s'exonère de sa responsabilité individuelle. Question au passage, il y a eu aussi un certain nombre de critiques sur le débat de la primaire où il a été dit en fait en première partie, notamment sur les questions économiques, c'était un débat de boutiquier, de comptable, je retire 100 milliards ici, 90 milliards ici, et peut-être ça manquait un peu de vision plus générale, d'une expression d'une vision plus générale de ce que c'était que l'avenir de la France. Mais la vision, c'est une France qui est totalement dans l'innovation, qui fait en sorte que ces facteurs de production, ce qui nous permet de produire, c'est-à-dire le travail, le capital, l'innovation, le numérique, soit au mieux, c'est pas le cas. C'est une France qui croit dans ses entreprises. Tout ça, une fois qu'on a dit ça, je suis pas sûr qu'on nous croit. On doit nous croire sur des mesures précises. On nous a trop dit, ah ouais, mais alors il n'y a pas de mesures précises. Et quand on donne des mesures précises qui sont très importantes, les gens ils veulent savoir combien d'impôts sur le revenu ils vont payer, ils veulent savoir comment le capital va être taxé, ils veulent savoir si on va maintenir ou pas l'ISF, ils veulent savoir le taux de prélèvement. Ils veulent savoir si vous tiendrez vos promesses aussi. Ils veulent savoir si on tiendra nos promesses. Et la meilleure façon, coup-ci, ajoute-t-il parfois. Mais la meilleure façon de tenir nos promesses, c'est aussi d'être précis dans ce que l'on promet. Et donc c'est ça qu'ils veulent. Et après, on nous reproche d'être trop précis. Non, on a beaucoup travaillé. Tout ça est au service d'une vision du pays dans l'Europe. Et cette vision du pays, ce sera l'expression, évidemment, de nos candidats aux primaires, surtout du candidat à l'élection présidentielle. Alors, parmi les mesures précises, il y a l'organisation de référendums, n'est-ce pas, Guillaume, comme sur la rétention administrative des fichiers S. Et sur le regroupement familial. Absolument. Voilà. Oui. Est-ce possible? Écoutez ce qu'en pense le professeur de droit constitutionnel, Jean-Philippe de Rosier, et vous lui répondrez. On ne peut pas faire un référendum sur n'importe quel sujet. On peut faire un référendum sur l'organisation des pouvoirs publics, sur la politique économique, sociale et environnementale de la nation et les services publics qui y concourent, et pour la ratification d'un traité international. Les référendums suggérés, voulus par Nicolas Sarkozy, concernent le regroupement familial, le droit au regroupement familial, et l'internement administratif des fichiers S. Ces deux questions ne relèvent d'aucun des sujets prévus par l'article 11. Ce n'est pas l'organisation des pouvoirs publics, ce n'est pas la ratification d'un traité international, et ce n'est pas plus la politique économique, sociale et environnementale de la nation. Donc il n'est pas constitutionnel d'organiser ces référendums. Enfin, c'est son opinion. Vous prendrez d'autres opinions, ils vous diront le contraire. Donc il a tort. Oui, par exemple, qui est pas plus bête, il a peut-être plus d'expérience que M. de Rosier, il était président de la République au fond. Ça compte quand même aussi. Arrêtons de rabaisser sans arrêt les politiques. Ça commence à bien faire. Hein. Non, mais il y a aucun problème constitutionnel. Un point constitutionnel. Il est important de considérer. Pourquoi le référendum et pourquoi sur ces deux questions? Parce que ces deux questions, elles forment polémique. Et parce que ces deux questions, elles sont au fond un peu au cœur de cette campagne sur la lutte sur sa lutte pour l'autorité et sur la lutte contre le terrorisme. On ne pose pas la question de la légitimité de faire ces référendums. Quand on vous dit Nicolas Sarkozy, c'est est-ce que c'est possible de le faire? Oui, bien sûr que c'est possible. Et il a envie de dire, et je pense que c'est habile de le faire, il dit, on nous dit tout le temps qu'on ne nous croit pas. Est-ce que vous allez le faire? C'est toujours la même question. C'est l'un des principaux écueils de sa candidature. La meilleure façon, de toutes les candidatures, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce que Alain Juppé va faire? Est-ce que François Fillon va faire? Oui, mais c'est le tribut à payer pour les anciens premiers ministres aussi, et pour tous ceux qui ont au gouvernement. Et c'est vrai pour la gauche comme c'est vrai pour la droite. Encore une pierre dans le jardin d'Alain Juppé. C'est la même chose. Non, j'ai aucune pierre dans le jardin d'Alain Juppé. Je dis simplement que tout le monde a exercé des responsabilités. Et tout le monde a d'ailleurs été content des responsabilités qu'il a exercées sous Nicolas Sarkozy, entre parenthèses. Je dis simplement que ces deux questions, elles peuvent être posées directement au peuple français. Comme ça, on ne vous demandera pas, est-ce que vous allez le faire? Vous allez le faire puisque le référendum, il est législatif. Donc on dit aux gens, en même temps que vous votez pour les législateurs, vous votez pour deux mesures qui sont des mesures emblématiques et qui sont des mesures qui, au fond, n'ont pas de consensus. Baisser l'impôt sur les sociétés, il y a un consensus, c'est pas la peine de faire un référendum. Merci. C'est très gaulliste. Merci Guillaume. Allez, c'est Michael Zamès qui arrive maintenant pour la dernière partie de l'épreuve de vérité.
Bonsoir, Michael. Bonsoir, Michel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce qu'Alain Juppé a déjà gagné cette primaire, selon vous? Est-ce que c'est plié? Alors, non, enfin, Vous hésitez? Non, je n'hésite pas. Je me dis comment je vais répondre à ça. Oui. La primaire est dans un mois. Les sondages, certains sondages sont en faveur d'Alain Juppé. Oh, quasiment tous les sondages, Eric Woerth. Oui, Ce enfin, soir, ça dépend. l'IFOP, 41-29 pour Alain Juppé au premier tour, 61-39 au deuxième tour. L'écart, plus les jours arrivent, et plus ça grandit. Ben, vous verrez, ça se resserrera. Et vous verrez qu'il y aura, des surprises le jour de l'élection. Ouais. Et d'ailleurs, ces sondages, systématiquement, c'est sur l'ensemble de la population. Et c'est une population qui s'estime aller voter, puis il y a des parts de gauche et des parts de tout. Quand vous regardez le cœur de l'électorat, de la primaire de droite et du centre, c'est quoi le cœur de l'électorat? Nicolas Sarkozy est systématiquement vainqueur. Donc on verra bien. Moi, je pense qu'il faut continuer la campagne telle qu'elle est. Il faut dire aux Français ce que nous souhaitons pour le pays. Nicolas Sarkozy doit le faire, les autres candidats doivent le faire. Et puis, in fine, les Français y voteront. Les Français de droite et les Français du centre y voteront. Est-ce que vous êtes inquiet? Mais pas les autres. Est-ce que vous êtes inquiet pour Nicolas Sarkozy? Non, moi, j'ai aucune inquiétude. Oui. Je peux vous assurer que je suis extrêmement zen. On maintient la campagne, elle est puissante. Il est partout sur le terrain. Il y a du monde dans toutes les salles, plus de monde que pour quiconque. Je n'ai aucune inquiétude. La qualité de ses propositions est forte. Tout ça se verra. Moi, je n'ai pas d'adversaire dans cette campagne. Vous voterez pour le vainqueur de toute façon, sans état d'âme. Je soutiendrai le vainqueur dès le soir du second tour et je ferai sa campagne, évidemment. C'est les règles de la primaire et elles sont extrêmement importantes. Je n'ai aucune question là-dessus. Je dis simplement que je pense que Nicolas Sarkozy est le meilleur candidat. Sauf que, évidemment, comme il est la cible de tout le monde, c'est nettement plus simple. Je pense que la campagne de tous les autres candidats est une campagne assez simple, au fond. Il n'y a jamais de coup, personne ne dit jamais rien. Donc chacun y va de sa petite campagne. Est-ce que la campagne de Nicolas Sarkozy est plus compliquée. Anti-Sarkozy. Est plus compliquée. Oui, il y a beaucoup de ça. Sarkozy est une omni-cible. Au fond, il est la cible de tout le monde, c'est la cible des médias, c'est la cible absolument de tout le monde. Dès qu'il dit quelque chose, s'il bat un mouvement de cils, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, il fallait battre l'autre cible. Tout est très très analysé. Bon, on verra. Vous le victimisez beaucoup là quand même. Oui, c'est parce que c'est la vérité, Donc on verra bien. C'est une campagne puissante. Cette campagne puissante, elle portera ses fruits. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Alors, vous avez dit il y a un instant que vous appelez les électeurs de droite et du centre à voter. Oui. J'ai bien compris que vous avez oublié ceux de gauche. Ils n'ont pas leur place dans cette primaire. Écoutez ce que dit Alain Juppé au sujet de la participation éventuelle ou confirmée, selon certains sondages, 10% dit-on, d'électeurs de gauche à la primaire de droite et du centre. Nous avons voulu des primaires ouvertes, il faut l'assumer. Je vois d'ailleurs que Nicolas Sarkozy fait mieux que moi dans l'électorat du Front National. Donc est-ce qu'on va interdire là aussi l'ouverture de la primaire? Lui n'a pas fait appel aux électeurs du Front National. Moi, je n'ai pas fait appel aux électeurs de gauche. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai fait appel aux électeurs de la droite et du centre. C'est qui les électeurs déçus du hollandisme? Ce sont souvent des électeurs déçus du sarkozysme. Si M. Kouchner vient voter, par exemple, en disant « j'ai été ministre de Nicolas Sarkozy », qu'est-ce qu'on va faire? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Les électeurs déçus du Sarkozy sont des électeurs déçus du gouvernement dans son ensemble. Hein, tout le monde a été ministre, et ministre très très important à tous les moments. Donc vraiment, c'est important à dire. Le quinquennat, il est propriété de tous ceux qui y ont participé. Personne n'est parti en claquant la porte. Ça, ce serait différent. Personne n'est parti en claquant la porte. Donc il y a, je pense, sur le quinquennat Nicolas Sarkozy, une cohérence. Donc je pense qu'il y a des appels du pied. Voilà, globalement, il y a des appels du pied sur les électeurs de gauche en disant vous êtes déçus par François Hollande, venez donc voter pour nous. D'ailleurs, qu'importe, venez voter pour nous à l'élection primaire, peut-être que vous voterez pour la gauche à l'élection présidentielle elle-même, parce que c'est ça qui va se passer. Moi, l'électeur de gauche qui décide d'être à droite, il a sa place dans la primaire, je n'ai pas de problème, il n'est plus à gauche, donc il devient à droite. Jusqu'au bout. Il a raison, ah oui. Il faut qu'il reste jusqu'au bout. Il ne faut pas qu'il vienne. L'électeur de gauche n'a pas à interférer dans la primaire de la droite. Comme l'électeur de droite, il n'a pas à interférer dans la primaire de la gauche. Parce que dans ce cas-là, il ne faut pas faire de primaire. Dans ce cas-là, ça veut dire qu'on est en train de vicier la primaire et donc de vicier le résultat. Donc de rejeter le résultat ou éventuellement. J'ai pas dit ça. Et de vicier. Laissez-moi parler. Et de vicier l'élection présidentielle
elle-même. Donc il faut faire très attention à ça. Si nous faisons, il faut de la déontologie dans l'élection primaire. C'est pas le problème de la haute autorité. La haute autorité, elle fait si les électeurs de gauche juste vont de la voter, mécanique. s'ils vont Sur voter la à cette politique, primaire. moi j'ai vu, si vous voulez, j'ai quand même vu des interviews dans Libération. C'est une drôle d'idée. Oui, j'aime beaucoup Jean-Pierre Raffarin. C'est un ami, et c'est un ami personnel. Mais faire une interview dans Libération, c'est signé. Ça veut dire simplement, on fait un appel du pied à l'électorat de gauche. Libération est un journal de gauche qui se revendique à gauche. Donc ça ne va pas. Qui s'intéresse à ce qui se passe à droite aussi, qui regarde un peu, qui parfois oui, mais c'est pas pour aller voter. C'est pas pour aller voter à une primaire de la droite. C'est la primaire de la droite et c'est la primaire du centre droit. Et si quelqu'un veut venir voter, ça veut dire qu'il votera à droite à ce moment-là pour l'élection présidentielle. Mais pour être très clair, si les électeurs de gauche vont voter à la primaire, est-ce que la primaire est faussée? Non mais moi je veux tout faire pour qu'ils ne le fassent pas. Je ne tire aucun enseignement. Parce que si vous voulez m'attirer pour dire on va contester le résultat de la primaire, moi je ne contesterai pas le résultat de la primaire. Parce que dans ce cas-là... Non, je ne contesterai pas. Je ne contesterai pas. Vous parlez même d'accro à la déontologie, c'est assez fort. Oui, bien sûr. Je ne tire pas de conséquences de ce que je dis, mais je tire la sonnette d'alarme pour que ça ne se passe pas. Moi j'ai dit d'accord comme beaucoup de gens pour une primaire et je veux que cette primaire ce soit la primaire de la droite et du centre. C'est pas très original. Quand Nathalie Kosciusko-Morizet voulait des signatures pour se qualifier de députée socialiste, on a été nombreux à dire Nathalie, tu te trompes. Tu te trompes de primaire. Alors on dit ouais, c'est ouvert. En sautant sur sa chaise comme ça. Mais c'est pas ouvert. C'est pas ouvert à la gauche. C'est la primaire de la droite et du centre. Je suis même étonné qu'on ait besoin de l'expliquer. C'est du bon sens. Et si on veut des primaires, chaque camp fait ses primaires. Et puis après, on fait l'élection présidentielle. Alors vous avez peut-être des alliés parce que des proches de François Hollande ont fait sortir un petit papier, ou en tout cas un petit fascicule, dans lequel il est marqué tout ce qu'il pense comme mal d'Alain Juppé sur son programme économique, sur son passé judiciaire. Le but, c'est de les décourager d'aller voter à la primaire de droite. C'est l'alliance de circonstances. Non, il n'y a aucune alliance avec François Hollande, parce que ça, franchement, ça peut vous tirer vers le bas. Hein. Une alliance avec François Hollande, ce serait vraiment absolument dramatique. François Hollande est un président stagiaire, on n'en veut plus, personne n'en veut plus, donc il doit partir. Président stagiaire. Donc il faut, cette primaire, elle est sérieuse, et moi je demande qu'on y réponde sérieusement. Si un électeur considère qu'il signe la charte de la primaire, on aurait dû faire une charte d'ailleurs plus longue, qui signe cette charte pour dire je suis un électeur de droite, c'est ça que ça veut dire. Je suis un électeur de droite et du centre. Si c'est le cas, et si le type ou la dame signe cela, ça veut dire qu'elle le jure, et donc si elle ne le fait pas, c'est qu'elle est parjure. Donc attention à cela, c'est très important pour la qualité de la primaire. Notre primaire ne doit pas nous échapper. On ne doit pas voler cette primaire aux électeurs de la droite et du centre. Je ne dis que cela, mais je suis même étonné d'avoir à le dire pour tout vous dire. Je suis même étonné. Parce que c'est du bon sens. On a compris le message. Aussi. Nicolas Sarkozy disait ce matin sur une radio ne pas vouloir une alternance de l'immobilisme et du compromis. On a compris qu'il visait Alain Juppé. C'est ça, Alain Juppé, c'est l'immobilisme et le compromis. Mais on peut avoir des... Je pense que la primaire, elle est faite pour purger des divergences. Immobilisme, compromis. Immobilisme, c'est quoi? Compromis, c'est quoi? Vous le demanderez à Nicolas Sarkozy. Oui, on voit bien qu'il y a deux visions des choses. Vous le voyez beaucoup plus que nous. Mais on voit bien qu'il y a deux visions des choses. Il y a une vision plus forte, c'est celle de Nicolas Sarkozy, dans le domaine de l'autorité, comme dans le domaine de l'économie. Par exemple, faire des dépenses en même temps que la baisse de la fiscalité, etc. etc. Donc, il y a d'ailleurs, on dit souvent qu'il clive. Moi, je trouve ça très bien. Il faut cliver. Cliver, ça veut dire décider. Cliver, ça veut dire qu'on ne peut pas s'arrêter sur des demi-solutions. Et puis de l'autre, il y a une vision plus soft, plus douce d'Alain Juppé. À chacun de s'exprimer. Les deux visions doivent être respectées. La primaire, elle est faite pour qu'il y ait des débats sur le fond. Donc allons jusqu'au bout de ces débats. De quoi a besoin la France? Est-ce qu'elle a besoin de réformes fortes, immédiates, rapides, puissantes, avec une majorité solide? Ou est-ce que ce n'est pas le cas? Comment est-ce que vous allez séduire les autres candidats? Je pense à tous ceux qui pourraient être amenés à voter au deuxième tour pour Nicolas Sarkozy. Je pense des candidats à la primaire. Parce qu'aujourd'hui, ça a l'air quand même... plutôt pas dans ce sens-là, dans le sens de l'histoire. Pourquoi ce ne serait pas le cas? Moi, je crois aux dynamiques. Si Nicolas Sarkozy retrouve une dynamique, il en a eu une très forte il y a 15 jours. S'il retrouve une dynamique en un mois de campagne, c'est évidemment extrêmement possible, j'ai aucun doute là-dessus. S'il retrouve une dynamique, le deuxième tour est très dépendant au fond de cette dynamique. Sarkozy pour le deuxième débat, est-ce qu'il doit renverser la table?
Au deuxième débat? Oui. Non, au deuxième débat, bon, j'en sais rien. Le deuxième débat, c'est dans 10 jours ou 15 jours. Bah on oui. verra. Le premier débat était un débat de bonne qualité. Les gens l'ont senti tendu et perdant le débat. Oui, mais enfin, d'abord, j'ai pas remarqué qu'il avait perdu le débat. Je pense qu'il l'a plutôt gagné. Je suis, enfin, pas très les avis intéressant. des uns et des autres. Oui, mais les avis des uns et des autres, ils sont totalement formatés. Les avis des uns et des autres, ils sont totalement formatés. Il y a un climat, il y a un vent. Voilà. Ce vent, il peut changer. Il faut être sur le terrain. Il faut être près du peuple et du peuple français. Il fait beaucoup de meetings. Oui, mais il fait des meetings parce qu'il s'expose, il se met en danger. Oui. Il y a peu de candidats qui se mettent en danger. Et il a raison de se mettre en danger. Être candidat, pour la France aujourd'hui à redresser, c'est se mettre en danger. C'est se mettre en danger, ce que font pas certains, on l'a compris là encore. Éric Woerth, justement, Nicolas Sarkozy vous a rendu hommage lors de ce premier débat des primaires. Il a évoqué votre non-lieu dans l'enquête de la vente de l'hippodrome de Compiègne. Aujourd'hui, on apprend que... Bettencourt plutôt aussi. L'affaire Bettencourt. La relaxe de l'affaire Bettencourt, le non-lieu, je pense au non-lieu, puisque cette affaire de l'hippodrome de Compiègne est-elle relancée? La Cour d'appel demande la reprise de l'enquête. Votre réaction? Bon, il y a déjà eu 2 instructions, une qui a duré 4 ans à la Cour de justice et à la Cour de cassation. C'est les mêmes magistrats qui a conclu un non-lieu me concernant, c'était la partie ministérielle. Tout a été vu et regardé, c'est pas une affaire, c'est un dossier. Alors, la Cour d'appel aujourd'hui, il n'y a pas d'affaire de l'hippodrome de Compiègne, il y a un dossier. C'est une bagarre entre administrations. Mes collaborateurs étaient au TGI, emmenés par un syndicat de gauche d'ailleurs, de l'ONF, qui aime les arbres comme on doit les aimer dans le désert. Et ils ont été, il y a eu un non-lieu prononcé par le juge d'instruction après 3 ans et un non-lieu confirmé par le parquet. Il y a eu un appel de ce non-lieu. Ce non-lieu, la chambre d'instruction a considéré qu'il fallait un supplément d'instruction. Il y a un supplément d'instruction. Pour vous, c'est quoi? Très bien. Ça fait 4 ans qu'on est sur ce sujet. C'est une honte, je vais vous le dire. Et donc, c'est une affaire. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. En tout cas, il y a une persécution judiciaire là-dessus, sur ce sujet. C'est pas un sujet. Il n'y a pas de sujet de l'hippodrome de Compiègne. Ça n'existe pas. C'était un bon dossier pour l'État que maintenant, la justice est en train de transformer en un mauvais dossier pour l'État. Et moi, je revendique cela. Une persécution, on n'a pas réussi à m'atteindre. On veut attendre mes collaborateurs. C'est vraiment pas bien. Merci à vous, merci Mickaël, merci à tous. La semaine prochaine, c'est Michel Sapin, le ministre de l'économie et des finances, qui sera à votre place, qui sera notre invité. Bonsoir, à très vite.